Bonjour à tous, on va parler motivation. Quels sont les axes, les leviers? Comment ça marche la motivation? Comment mettre en œuvre un environnement motivant pour les gens? Parce que oui, on ne motive pas les gens. Ça, ce serait une injonction paradoxale. Soyez motivés. Ça ne marche pas. Donc, timeboxing, pardon. Hop. Super. Donc on va plutôt essayer de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre et qu'est-ce qui se cache derrière pour voir comment bien travailler sur ce sujet-là. Avant toute chose, merci aux sponsors. Je travaille sur l'organisation d'Agile Tour Rennes. Je m'occupe du sponsoring, donc je sais à quel point c'est important pour ce genre d'événement. Et merci à eux de soutenir cet événement à Grenoble. Moi, je suis David Lézé, je suis Scrum Master et formateur chez S2I à Rennes, loin d'ici. Ça me tenait à cœur de venir voir cette belle conférence qu'est Grenoble. Et pour l'instant, je ne suis pas déçu. Donc merci de m'avoir invité. Je suis également membre de Agile Rennes, je viens de le dire. On organise l'Agile Tour. On est complet de toute façon. Et puis, je suis pas mal sur les réseaux, un peu trop. N'hésitez pas à me pinguer si vous avez des questions. Je vous répondrai avec grand plaisir. Pour la petite histoire, je n'avais jamais utilisé le baby-foot d'S2I avant de prendre cette photo. Je suis particulièrement nul. J'ai pris 3 buts rien que le temps de prendre la photo. Pourquoi le baby-foot et pourquoi ce titre de conf? Je le disais, je traîne un peu trop sur les réseaux et il y avait toute une période où on assistait à un magnifique baby-foot bashing, notamment sur LinkedIn, où en gros tout le monde expliquait que arrêtez de mettre des baby-foot, arrêtez de mettre des free snacks, arrêtez de faire tous ces trucs-là. En ce qui concerne la qualité de vie au travail et la motivation, ça ne marche pas. Ok, sauf que moi, en tant que Scrum Master, j'ai quand même un truc qui me dit réaliser des projets avec des personnes motivées. Alors, je ne sais pas si vous avez fait comme moi, j'ai retourné la feuille, ils n'ont pas dit comment. Hein. Donc, je me suis intéressé un peu au sujet, je l'ai creusé, et puis je suis venu vous en parler. Parce que, sincèrement, je suis persuadé qu'il y a un monde entre une équipe motivée et des gens qui viennent à reculons au travail. En termes de productivité, d'accord, mais pas que. En termes d'énergie, en termes de ce qui se passe pendant ces journées de travail. Dans un cas, c'est magique. Dans l'autre cas, c'est pénible. Le premier facteur, c'est que l'immense majorité des gens n'arrivent pas démotivés sur vos projets. La plupart du temps, vos RH font plutôt bien leur travail et vous trouvent des gens motivés, compétents, force de proposition, etc., etc. Toutes ces belles qualités que vous ne retrouvez plus forcément dans votre équipe aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le problème? C'est eux? C'est le projet? C'est vous? Un peu tout. Mais je vais détailler. Le premier point, c'est ça. Petite mise en situation. Un RH arrive dans un open space, va voir un Scrum Master et dit « Je suis super content, je viens de recruter un Top Gun. Le mec est trop fort. Il a fait Google, Microsoft, et là il sort de la NASA. Il arrive tout juste à Grenoble, et il est pour toi. » Et là le Scrum Master marque un temps d'arrêt et dit « Mais moi je t'avais demandé un mec pour corriger des scripts VBA en fait. » Je suis pas sûr, mais il y en a peut-être une toute petite erreur de casting. Et le RH qui répond, non mais attends, s'il a réussi à mettre des satellites sur Mars, je pense qu'il devrait réussir à corriger les feuilles Excel de Michel. Ouais, je pense aussi. Hein. Je pense que s'il a envie, il y arrivera. En revanche, je suis pas sûr qu'il va avoir envie très longtemps. Il y a une expression qui dit « qui peut le plus, peut le moins ». Mon prof de maths qui m'a appris ça en seconde, je crois. Je déteste cette expression dans le cadre du management. Qui peut le plus a envie de faire le plus. Hein. Je vous le dis, la plupart du temps, le moins, il s'ennuie à mourir. Alors arrêtez de recruter des Top Guns et prenez des gens qui sont qualifiés pour faire les tâches que vous leur demandez. Faites-le pour eux, puis faites-le pour vous aussi. Comme ça, vous n'aurez pas à gérer leur démotivation derrière. Le deuxième truc, c'est qu'on a tendance à freiner les gens. Le petit nouveau qui est arrivé,
Bon, finalement, on s'est dit quand même c'est du gâchis de lui faire des scripts VBA. On va l'envoyer sur un vrai projet. Et la première fois qu'il a ouvert une page de code source, ses yeux ont pleuré des larmes de sang. Parce que c'était moche. Mais vraiment moche. Il y avait des bonnes raisons à ça, hein. On est sur un legacy qui a 10 ans, qui a vu passer des équipes de dev plus ou moins bonnes, et puis des changements business dans tous les sens. Mais le fait est que c'était pas beau à voir. Son premier réflexe, ça a été de demander s'il pouvait y faire quelque chose. Est-ce que je peux améliorer? Est-ce que je peux changer pour faire ce qui doit être fait? Alors je ne vais pas vous teaser très longtemps. 80% du temps, la réponse est non. Avec pour ça 2 raisons. La première, je pense que vous l'avez. Ouais, ça marche comme ça, ou c'est historique. Je l'aime beaucoup. Et la deuxième, on n'a pas le temps. Voilà. Sauf que, est-ce que vous avez pensé à lui demander combien de temps il a besoin pour le faire? Quel risque il y voit? Parce que c'est lui l'expert technique. Vous l'avez même embauché pour ça, en fait. Et vous êtes en train de lui dire que ce que vous valorisez chez lui, vous l'empêchez de le faire. C'est pas logique. Posez-vous peut-être la question, est-ce que vous avez la motivation d'aller chercher la demi-journée auprès du client, en termes de budget, en termes de facturation, pour que cette personne-là, elle puisse faire ce qui a besoin d'être fait? Bon, on a 2 situations. Soit on a une équipe qui est un peu démotivée, voire très démotivée, soit on a une nouvelle équipe et on n'a pas du tout envie de démotiver les gens. Si vous avez déjà une équipe super motivée, bah faites un Rex, écrivez des articles, on a besoin de savoir. Non, c'est intéressant en vrai. Bon, comment on fait? C'est quoi les axes de motivation? Je vais beaucoup citer, me référer à cet ouvrage de référence qu'a écrit Dan Pink. C'est tout petit, ça se lit très très bien, et il n'y a rien à acheter. Donc je ne peux que vous le conseiller. C'est en grande partie la lecture de ce bouquin qui m'a donné envie d'en lire plein d'autres et d'écrire ce talk. L'un des concepts fondamentaux de Dan Pink, c'est la différence entre 2 sortes de motivation qu'on connaît bien, la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. La motivation extrinsèque, on la connaît super bien avec une expression, la carotte et le bâton. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on est tous conditionnés pour fonctionner comme ça. Il y a 2 raisons. La première, c'est l'école, l'éducation. On a été éduqués comme ça. À l'école, ça fonctionne comme ça. Mes enfants, qui sont en moyenne section et CP, le soir, quand ils rentrent, ils m'expliquent s'ils ont eu des points verts ou des points rouges. Des points verts s'ils se sont bien comportés, des points rouges s'ils se sont mal comportés. C'est ni plus ni moins que travailler avec un bâton et une carotte. En gros, le point vert, l'espérance d'une récompense si je me suis bien comporté, et le point rouge, l'appréhension d'une réprimande si ça ne va pas. Ouais, parce qu'après, il y a d'autres couleurs, hein. Ça va jusqu'au noir, et puis je suis convoqué chez le directeur, tout ça, tout ça. C'est jamais encore arrivé. Je m'en réjouis parce que je ne suis pas certain que j'arriverai à discuter de manière constructive sur leur système de points. Je vous tiendrai au courant si ça m'arrive un jour. La deuxième raison pour laquelle on est conditionné comme ça, c'est que dans l'ère industrielle, quand toute la journée, vous serrez le même boulon sur une chaîne de production, en termes de facteurs de motivation, on n'est pas top. On ne va pas se mentir. Sur des tâches très répétitives, voire rébarbatives, ces facteurs extrinsèques, notamment des récompenses, du salaire, de l'aménagement de vie, etc., ça reste non seulement efficace, mais surtout un peu les seuls outils qu'on a à disposition. Donc même dans nos métiers à nous, lorsque quelqu'un est envoyé sur une mission ou à des tâches de cet ordre, pensez-y. Ça reste un des seuls leviers que vous avez à votre disposition pour pouvoir motiver la personne. Bon, parlons salaire. Il y a un point extrêmement important, surtout dans nos métiers, qui sont en ce moment
Alors je parle IT en termes généraux, hein, quand je dis nos métiers, parce que l'agilité, c'est quand même 80% dans l'IT. En ce moment, le marché il est plutôt tendu. Tendu dans le sens où on a du mal à trouver les bonnes personnes. C'est bien pour les gens qui ont envie de bouger. Le fait est que si les gens ne sont pas payés à leur juste valeur, j'entends par là au prix du marché, c'est un facteur de démotivation. Donc là, vous pouvez être sûr que les personnes vont ressasser le fait que leur collègue à côté, il fait le même travail qu'eux, il est payé 10% de plus et qu'eux, ils ne comprennent pas, etc., etc., etc. Par contre, ce que moi je dis, c'est que ce n'est pas un bon facteur de motivation. Pour une raison, déjà, c'est que si la seule chose qui motive la personne, c'est la carotte du salaire, une fois qu'il l'a, il se passe quoi? Bah, il veut la suivante. Bon, ok, vous lui avez filé 5%. Il fait tous ses objectifs, super. 5%. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il se passe quoi quand votre développeur il est à 60 000 € quand tout le marché il est à 45? Vous continuez ce petit jeu ou on l'arrête un moment? Parce que sinon, vous allez juste casser un autre facteur de motivation qui est la liberté. Vous allez l'aliéner à votre société via le salaire. Et puis surtout, ben, c'est sans fin. Hein. Si c'est la seule chose qui motive la personne, il n'y a pas un moment où vous pouvez le regarder et dire on arrête. Ok, ben moi je suis plus motivé. Donc il faut trouver autre chose. Il faut aller vers des activités qu'on va appeler autotéliques. C'est un gros mot, mais en gros c'est faire quelque chose pour elle-même et non son résultat. Et là, on va apporter tout ce qui est sens, tout ce qui est effectivement motivation intrinsèque, on va en parler. Mais je voudrais juste faire un dernier aparté sur le salaire, parce que celui-là, je l'aime bien. Une petite expérience qui s'appelle les Lego d'Ariely. Les participants devaient construire des structures en Lego, de mémoire, c'est des bonhommes bicycle, contre une récompense financière. 3 $ pour la première structure, 2,7 $ pour la deuxième, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour le premier groupe, quand ils ont fini, ils posent le Lego sur la table devant eux, ils construisent un autre Lego, ils le posent sur la table, etc. Et on leur dit à la fin, on détruira tous les Legos. Le deuxième groupe, dès qu'ils ont fini un Lego, on le casse, on leur redonne les pièces, ils reconstruisent le même. En soi, c'est la même chose. Construire des structures en Lego contre de l'argent qui seront détruites à la fin. Sauf que le groupe pour qui on ne détruit pas le travail au fur et à mesure produit en moyenne 11 structures contre 7 sur le deuxième groupe. Le fait même que tout ton travail il perd son sens, parce qu'il est détruit sous tes yeux, fait qu'au bout d'un moment, la motivation elle n'est plus là. Et là, on parle de sens. Dan Pink, ce n'est pas le premier qui a parlé de motivation intrinsèque, sens du travail, etc. Entre 1975 et 1977, il y a deux personnes qui s'appellent Ryan et Deci qui travaillaient ensemble à l'université de Psycho. Et ils ont théorisé ce qu'on appelle la SDT, la Self-Determination Theory, qui dit en gros que quand ces trois besoins-là, autonomie, compétence et entretenir du lien, en anglais relatedness, sont pourvus, les gens sont motivés. Si l'un des trois, voire plus, trinque, la motivation baisse en flèche. Alors moi, je me suis posé la question, parce que en tant que Scrum Master, je m'occupe d'équipes et j'essaye de mettre en œuvre des environnements motivants. Comment faire pour travailler là-dessus? Qu'est-ce que je dois mettre en place pour appliquer ça dans mes équipes agiles? Alors, j'ai pris la première, l'autonomie. On peut travailler sur 4 axes. Le premier, c'est quoi? Et là, il y a un truc hyper important. Le produit, je parle bien de produit pour faire référence à la conf d'avant, il est co-construit. Si vous avez un product owner ou pire un product manager qui arrive avec un fichier Excel ou un fichier Word en disant « Tenez, ça c'est les 3 prochains mois de travail », vous avez un petit problème.
C'est-à-dire qu'en termes de motivation sur cet axe-là, sur l'autonomie, qu'est-ce qu'on construit? Comment je m'implique? Bah là, vous venez juste de déresponsabiliser totalement l'équipe qui travaille. Le deuxième, c'est comment. Encore une fois, si vous attendez que le Scrum Master dicte les journées de travail de votre équipe, vous avez quelque peu foiré votre transformation agile. Et j'irais même plus que ça, c'est relisez le Scrum Guide. Le truc dit clairement que l'équipe de développement, je ne parle pas de la Scrum Team, mais de l'équipe de développement, est totalement responsable de la manière dont elle organise son sprint. C'est eux. Hein. C'est pas un Scrum Master qui décide ou un PM ou non. C'est bien les gens en charge. Quand? Alors là, on va basculer plutôt effectivement côté QVT. Mais pourquoi on n'arrive toujours pas à faire comme il faut des horaires flexibles de travail? Moi, dans mes équipes, j'ai des gens, quand je dis qu'ils ne sont pas du matin, c'est un pléonasme. C'est-à-dire qu'à 10 heures, j'ai l'impression qu'il est 4 heures du mat pour eux. Et inversement, à 20 heures, ils sont au taquet. Bah ouais, c'est pas forcément la norme d'une boîte française. C'est dommage parce que c'est là où ils exploitent le plus leur potentiel. Le télétravail, c'est un outil génial. J'entends encore une tonne de boîtes qui disent « Ah non, c'est bien, mais chez nous, c'est tabou. » C'est tabou, pourquoi? Toutes les études au monde montrent que les gens sont plus efficaces qu'au boulot. Donc, si c'est tabou dans votre boîte, commencez par aller résoudre le problème qui se pose là, en fait. C'est pourquoi c'est tabou. Pourquoi dans la culture de votre boîte, c'est tabou? Ça ne devrait pas. Vu qu'on a mesuré le truc et qu'on sait que ça marche, s'il y a des gens qui mettent les freins, c'est que vous avez un autre problème à gérer. Et celui-là, je l'aime bien. Avec qui? Surtout quand on travaille en ESN, on a un peu tendance à composer des équipes, comment dire, de manière opportuniste, c'est pour le dire gentiment. On va regarder des CV, il y a des mots-clés, ça match à peu près. Tiens, tu rejoins telle équipe. Il n'y a pas un moment, on a demandé à l'équipe en question si c'était une bonne idée. Et je ne vais pas vous le cacher, dans la moitié des cas, ce n'était pas une bonne idée. Bah pourquoi? Enfin, ok, les RH, ils ont leur boulot à faire. Il faut qu'ils aillent voir si humainement la personne elle est bien, si les compétences elles sont là, etc. Mais pourquoi vous immergez pas la personne en question dans l'équipe dans laquelle elle va bosser? Elle va y passer 8 heures par jour, 5 jours par semaine pour la plupart du temps. Si humainement ça ne marche pas, c'est du gâchis. Donc, incluez l'équipe sur la partie staffing. Sur l'autonomie, c'est pas récent, hein. Dans les années 50, ça c'est le PDG de 3M, William McKnight, qui en gros disait embaucher les bonnes personnes et donner-leur l'autonomie. On pourrait aussi citer la phrase vachement plus connue de Steve Jobs qui disait il est stupide d'embaucher des gens intelligents pour leur dire quoi faire. Si vous embauchez des gens intelligents, c'est pour qu'ils vous disent quoi faire. Moi, je la complète souvent avec sinon prenez des gens moins intelligents, ça vous coûtera moins cher. Il y a un moment, il faut être réaliste, enfin, autant aller jusqu'au bout. Hein. Chez 3M, ils ont lancé très tôt là, leurs opérations sur l'autonomie. Et ils avaient un truc que je trouve génial. Ils proposaient du temps libre à leurs employés. Jusqu'à 15% de leur temps de travail pouvait être consacré à des activités qui devaient vaguement être dans leur boulot. Je pense qu'ils ne devaient pas faire du macramé. Mais pas directement sur un projet de la boîte. C'est comme ça que M. Hardfry a créé le post-it. À la base, il voulait faire un marque-page repositionnable. Donc, c'était un scientifique qui travaillait sur les cols. Et il a mis 8 ans quand même à trouver la bonne colle qui fait qu'aujourd'hui, on en a plein les murs. Accessoirement, ça fait 1 milliard de chiffre d'affaires par an. Les 15% de ce mec-là, ils sont plutôt bien rentabilisés. C'est pareil, vous pouvez tester. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à 15%, mais sur certaines équipes, on a fait ce genre de test un vendredi par mois. Si vous voulez aller explorer un sujet, tech, business, ce que vous voulez, bah, allez-y. Et si vous êtes moteur, entraînez des gens avec vous. Et souvent, ça permet aussi aux gens d'avoir un petit bol d'air
d'un point de vue motivation, par rapport à leur projet de tous les jours. OK. Le deuxième axe, c'est la compétence. Pour être motivé, ce que nous dit la SDT, c'est une personne elle a besoin de sentir qu'elle est compétente sur les tâches qu'on lui attribue. Ou, le cas échéant, qu'elle est capable d'acquérir les compétences nécessaires à la réalisation de la tâche. Les gens totalement dépassés par le niveau de compétence qu'on leur demande sont rarement très motivés. Je vous parlais de mes enfants. Mon grand qui est en CP, donc il apprend à lire. Le soir, s'il ramène des devoirs ou c'est des sons qu'il maîtrise bien, il est vachement motivé pour venir me chercher et dire « Papa, papa, on fait les devoirs ». Il a envie de me montrer qu'il y arrive. Si je lui sors un livre avec des mots de 6 syllabes, bizarrement, ça sera plutôt « Papa, est-ce qu'on peut aller jouer au foot ?» Parce que c'est beaucoup trop dur pour lui et que même s'il est motivé, il n'a pas encore cette compétence-là, il ne peut pas encore l'acquérir. Alors, le fait que ce soit possible. Je vous parlais de foot. Moi, je sais vaguement taper dans un ballon. À peu près, genre pour le renvoyer à mon fils de 6 ans. Ça s'arrête là. Mais je pourrais m'inscrire dans un club pour apprendre et être meilleur. J'en ai aucune envie. Je n'aime pas le football. Donc, même si les gens peuvent avoir les compétences, il faut aussi avoir l'envie. Et le dernier point, c'est ce fameux curseur qu'il faut trouver pour les différentes personnes entre le défi et la zone de confort. Globalement, il y a des gens qui seront beaucoup plus motivés à sortir de leur zone de confort pour aller relever de nouveaux défis, là où d'autres aiment pouvoir traiter des tâches qu'ils maîtrisent, que ce soit confortable pour eux, apporter leur expertise sans être bousculés. Et si vous inversez, et que vous offrez des défis à ces gens-là et inversement, ça marche très mal. Je sais, je l'ai fait. Si je projette ça sur un graphe, et non, je ne vais pas essayer de prononcer son nom. On l'appellera Mihaly. C'est dommage, il a écrit un super bouquin, lui, qui s'appelle Flow. Donc c'est, en français, l'expérience optimale. Les Américains, ils appellent ça in the zone. En sport, par exemple, c'est ce fameux état. Il reste 5 minutes dans un match de basket, vous êtes complètement crevé, mais tout vous réussit. Parce que vous avez atteint cet état, et là on ne parle plus de motivation en fait, c'est juste inconscient. On est parfaitement dans une zone que lui appelle le flow, et c'est de ce bouquin-là que j'ai tiré ce schéma. Je vous le conseille, il est très intéressant, très axé scientifique. Alors, moi je vais prendre un petit exemple, c'est, je vous ai dit, je déteste le foot. Alors, je ne l'ai pas dit, mais on l'a presque senti. Si je vais me mettre au tennis, je suis totalement nul au tennis. Dans un premier temps, pardon, c'est pas grave, j'ai anticipé, je vais être motivé. Puis je vais apprendre, alors je vais faire comme tout le monde, je vais jouer contre une machine. La machine, elle est prédictive. Elle envoie une balle là, une balle là, une balle là, une balle là, une balle là. Au bout d'un moment, je vais y arriver. Puis ça va finir par m'ennuyer. Donc je vais passer de A1, où j'étais motivé sur mon apprentissage du tennis, à A2, ça devient pénible de renvoyer une balle à une machine. Pour retrouver de la motivation, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher un partenaire. Je me doute qu'il va être plus fort que moi. Et surtout qu'il ne va pas réagir comme la machine. Moi, j'avais appris gauche, droite, gauche, ok. Un humain, c'est sournois. Donc, je vais d'abord avoir une petite zone d'anxiété en me disant je ne vais pas y arriver. Il va être plus fort que moi, etc. Et puis, à force d'échanger avec ce nouveau partenaire, je vais retrouver un axe de motivation. Parce que c'est bon. Là, j'arrive à échanger des balles avec lui, je me dis, j'ai progressé et potentiellement, je peux aller sur un nouveau défi. Évidemment, vous vous doutez bien, soit je retombe dans l'ennui parce que je deviens meilleur que mon partenaire, c'est pénible, je mets 6-0 à tous les matchs. Donc, je vais aller chercher quelqu'un qui joue en tournoi, qui est vachement plus fort que moi et qui va pouvoir m'apprendre plein de trucs. Et le but, c'est d'essayer de rester le plus possible dans cet axe de motivation, qui est aussi un axe d'apprentissage. Ok. Le dernier point, entretenir des liens. J'entends par là de quoi on a besoin pour fonctionner en termes de motivation avec un manager ou un groupe d'individus. Le numéro 1, c'est ça. La sécurité psychologique.
J'aime bien la définir par son inverse. L'inverse, c'est un environnement où les gens préfèrent se taire plutôt que dire ce qu'ils pensent, au risque d'être dévalorisés ou pas écoutés. Et je pense que si vous réfléchissez bien, ça vous est tous arrivé au moins une fois. Il y a un truc, vous êtes, je sais pas, dans un codir ou dans un endroit, par exemple, avec des gens qui ont tous un niveau plus élevé que vous en termes de management. Ils sont en train de dire une absurdité. Vous en êtes sûr, hein, mais vous avez quand même le doute. Est-ce que je le dis? Non, parce que si jamais ils se braquent, ou si jamais c'est mal perçu, il va se passer quoi pour moi? Est-ce que mon avancement, est-ce que la vision qu'ils ont de moi Sauf que, en fait, dans la plupart des cas, c'est exactement ce que l'entreprise a besoin. Vous allez peut-être lui faire gagner 2 mois de boulot, là, juste en disant le truc qui doit être dit. Et on a beaucoup d'environnements en entreprise, et même dans les équipes agiles, où beaucoup de choses devraient être dites, mais ne le sont pas. Dans le même genre, le droit à l'erreur, qu'on prône en agilité énormément, je ne vous refais pas le speech sur l'école, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on apprend. Hein. Voilà, on corrige les trucs en rouge, on dit ce qui ne va pas, etc., etc. Et en entreprise, si je devais toucher un billet de 10 à chaque fois que j'entends « là, on ne doit pas se tromper », je pense que je doublerais mon salaire. Puis vous pouvez faire toutes les variantes. Hein. Là, il y a une deadline, ce truc-là, il est stratégique, on nous attend au tournant. Enfin, je pense que vous en avez autant que moi. Ce ne sont que des synonymes à « vous n'avez pas le droit à l'erreur ». Ça pose un petit problème dans nos métiers créatifs. C'est que c'est comme ça que ça marche, en fait. Créer un logiciel, c'est ni plus ni moins que faux, 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 vrai. Et ainsi de suite. On passe notre temps à se planter. Si vous avez déjà travaillé avec un compilateur, ça marche comme ça. Ça compile pas, ça compile pas, ça compile pas. Ah, tiens, j'ai une bonne idée. Ah, ça compile. C'est juste une somme d'erreurs. Et de la même manière, si on ne peut rien expérimenter, on ne va pas créer grand-chose d'innovant. Parce qu'on va juste appliquer des vieilles recettes qui ont bien marché la fois d'avant. Donc on ne prend surtout pas de risque. Comme ça, on ne va rien nous dire. Ouais, on n'a pas créé grand-chose, pour le coup. Et Ian Manson, qui a aussi écrit un super bouquin, The Fearless Organization, en gros l'entreprise sans peur, qui a travaillé énormément sur la sécurité psychologique, pose ça sur un graphe où elle met en corrélation 2 trucs que je trouve hyper intéressantes. C'est la sécurité psychologique que vous apportez aux gens versus ce que vous leur demandez. Si vous ne fournissez pas un environnement sécuritaire et que vous ne demandez pas grand-chose aux gens, vous récoltez des gens apathiques. Faites avec. Si, pour le coup, vous avez bien bossé sur le côté sécurité psychologique, mais vous ne demandez rien aux gens, ils ont une belle zone de confort. Ça peut être agréable, mais si vous avez des gens comme moi, ils s'ennuient. Et enfin, dans l'autre sens, si vous n'avez pas de sécurité, mais vous demandez beaucoup de choses aux gens, ils sont dans l'anxiété permanente. C'est pas un super état sur le long terme. Et évidemment, là où on a envie d'être, c'est un bel environnement sécuritaire dans lequel on a du défi et on est dans une zone d'apprentissage permanente. OK. Ça, en agilité, on passe notre temps à parler d'un mot, le feedback. Je fais des formations, des fois j'ai l'impression d'être un perroquet, à quel point c'est important d'apporter du feedback, de gérer des boucles de feedback courtes, etc., etc., etc. Il y a une sorte de feedback sur laquelle on n'est pas très bon, c'est ça, la reconnaissance. En tant que manager, Scrum Master, développeur, coach, tout ce que vous voulez, c'est hyper important, de savoir bien donner cette reconnaissance. Et en fait, on ne fonctionne pas tous pareil pour la recevoir. Ce qui est important, c'est de réussir à déceler
la personne en face de vous, à qui vous avez envie d'apporter ce feedback, comment elle est câblée. Typiquement, les gens peuvent avoir besoin d'être reconnus pour qui ils sont, en tant qu'individus. Et tant que des managers couperont des gens en quatre dans des fichiers Excel et qu'ils appelleront ça des ressources, les gens comme ça seront tristes. Là, je vous ai même fait un petit slide. Voilà, ça c'est une ressource, ça c'est une personne. Voilà. Ça, c'est fait. OK. Une personne, elle peut avoir besoin de reconnaissance pour ce qu'elle fait. Et j'insiste, c'est différent des résultats, j'en parlerai après. Vous pouvez avoir des gens qui produisent, qui sont actifs. Malheureusement, ce n'est pas toujours les plus productifs. En revanche, ils bossent, réellement. Donc appuyez là-dessus, même si les résultats ne sont pas forcément là. Dans le même genre, je l'aime bien celui-ci, il y a des fois, c'est sur le comportement qu'il faut mettre le focus. Vous pouvez avoir un collaborateur dans une équipe, sa productivité, c'est la pire de tout le monde. Vous savez, vous vous rendez compte qu'il ne produit pas grand-chose. En revanche, ce qu'il fait pour le groupe fait qu'il tire tout le monde vers le haut. Sans lui, l'équipe, elle ne marche pas. Juste parce que c'est lui, parce qu'il fait. De la même manière, c'est là-dessus qu'il faut appuyer. Le potentiel des gens, ça, c'est pas évident. Et je pense que c'est celui sur lequel j'ai plus de mal personnellement à donner de la reconnaissance. Il y a des gens, on se dit, mais lui, il est brillant. S'il est bien accompagné, s'il est bien coaché, je suis sûr qu'il peut faire des trucs de fou. Mais juste, on ne lui dit pas. Et du coup, si c'est ça dont il a besoin pour progresser, il est frustré. Mais très franchement, moi, je sais que personnellement, je me suis auto-analysé, et c'est le truc sur lequel j'ai le plus de mal à donner de la reconnaissance. Et enfin, le dernier, c'est les résultats, différents de l'action. Il y a des gens, ils ont besoin de savoir qu'ils ont produit, que ce qu'ils viennent de faire, ça a fait gagner tant d'euros à l'entreprise, que c'est utilisé par tant de personnes. Je me souviens d'un projet où il y avait un petit manque, une petite baisse de motivation de la part de l'équipe, j'en faisais partie de cette équipe, et on n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. On était plutôt une équipe avec un très bon niveau tech, on avait un contexte en termes d'agilité qui était bon, enfin, tout allait bien. Et pourtant, on n'arrivait pas à mettre le doigt sur c'est quoi qui nous manque pour être pleinement motivé. Puis un jour, il y a la product owner qui rentre d'un voyage en Roumanie, je crois, où elle avait vu des utilisateurs de notre appli. Et puis en fait, ça a fait tilt. Parce qu'on lui a demandé, mais en fait, ils en pensent quoi de l'appli? Ils s'en servent vraiment? Ça fait gagner de l'argent au groupe? Les gens, ils aiment ou pas? Enfin, ça a changé quelque chose pour eux? Et là, elle nous a fait une demi-heure de feedback sur à quel point ce qu'on faisait fait que la boîte avait été leader dans son marché, etc., etc. Et on a retrouvé le sens. Parce que dans l'équipe, on était pas mal sur les résultats et ça nous manquait. Ok, bon, pour savoir qui est câblé comment et comment donner de la reconnaissance, il n'y a pas 50 façons de faire. Il faut aller voir les gens, discuter avec eux, voir comment ils fonctionnent. Et normalement, c'est pour ça qu'on veut devenir manager ou coach ou scrum de projet. Scrum de projet, c'est beau ça. Vache, je l'avais jamais fait. Chef de projet, pardon. Et pas pour le plaisir de manipuler des fichiers Excel compliqués. En tout cas, j'espère. La journée est longue et ce que je vais faire, c'est que pour éviter que vous vous endormiez trop, je vais vous faire bosser un tout petit peu. Trouvez un binôme, déplacez-vous si vous avez besoin, soyez auto-organisés et posez cette question. Quel est le dernier signe de reconnaissance que vous avez donné ou reçu? Ça peut être le truc le plus infime. Typiquement, ça peut être, tout à l'heure, j'ai fait un clin d'œil à l'organisation en disant qu'ils avaient fait du beau travail avec les sponsors et je comprenais à quel point c'était important. Pour moi, c'est un signe de reconnaissance donné. Ça peut être tout petit. Trouvez un binôme et posez-lui cette question-là. Je vous laisse 2-3 minutes. Vous pouvez faire des trinômes si c'est plus pratique.
Yes, c'est bon, ça passe. Oh. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est une technique de facilitation bien pratique qui permet d'éviter de crier pour récupérer l'attention des gens. Donc merci à ceux qui connaissaient. J'ai pas été très sympa, hein. C'est pas un exercice super facile, mais ça montre aussi pourquoi c'est difficile et à quel point c'est important. Ok. 3 besoins. Le sens, la reconnaissance, on vient d'en parler, et être au courant de ce qui se passe dans une entreprise. En 2019, je trouve qu'on est encore particulièrement mauvais sur le 3e besoin. On pense toujours que l'information, c'est le pouvoir, que plus j'ai d'infos, plus je suis important, qu'il ne faut surtout pas que je la communique parce que sinon je vais être moins important, je vais diluer mon importance en rendant des gens plus importants que moi. Et pratiquer la transparence prônée par l'agilité dans ce mode de pensée, c'est pas évident. C'est-à-dire que ça se heurte. Vous avez des équipes agiles qui se montent, vous leur demandez, vous voulez mettre quoi en avant comme valeur? Et là, les gens disent, la transparence. Cool. Et dans la culture de votre boîte, ah, c'est compliqué. Moins cool. Là, il va falloir aller travailler effectivement sur l'équipe, mais aussi niveau orga. Et aller demander aux gens, hein, mais pourquoi tu fais ça en fait? Pourquoi tu retiens de l'information? Alors, si c'est des trucs secret défense ou projet stratégique, codir, machin truc, pourquoi pas? Mais on va pas se mentir, dans 80% du temps, c'est pas le cas. Donc, essayez de poser la question aux gens. Ça veut dire quoi, en fait, sur leur leadership? Pourquoi ils ont besoin de ça? J'aime bien poser cette question, elle dérange. Dit autrement, 40% des salariés estiment être bien informés sur les buts et la stratégie de leur entreprise. OK. Donc, 60% ne captent pas le pourquoi et le comment. OK. Et après, fais intervenir des gens comme moi pour dire tu peux faire en sorte qu'ils soient motivés? Bah, dis-leur pourquoi ils bossent déjà, enfin, ça va peut-être t'aider. Non, j'exagère, je troll, évidemment, mais quand on fait une formation à un product owner, c'est un des premiers trucs qu'on lui explique. Incarne la vision et partage-la à ton équipe. Bah, faites pareil au niveau entreprise. Il me reste peu de temps et je voulais juste donner quelques outils. Alors, disclaimer, ça fait partie de ma boîte à outils. Évidemment, ça n'est pas applicable à tous les contextes. Évidemment, je ne vais pas vous dire prenez ces outils-là et vous aurez une équipe motivée. Ce serait totalement débile. En revanche, ça fait partie de ceux que j'utilise le plus souvent, donc j'avais envie de vous les donner. Management 3.0, il y a plein de trucs à aller piquer chez eux. Celui-ci, les Moving Motivators, très bien pour faire du bilan de motivation en one-to-one, avec quelqu'un qui est démotivé sur un projet, par exemple. Vous savez hein, que c'est une personne
qui a la motivation habituellement, et puis ben, à un moment, ça va plus, ça se voit, bah, faites un point, utilisez ça, par pitié. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, on va classer ces motivations par ordre, et puis en appliquant un changement, voir ce qui peut se passer. Par pitié, c'est un exercice qui se fait à deux. Vous faites la même chose devant la personne. Ne prenez pas une position de manager en disant « vas-y, montre-moi tes motivations ». OK? On va voir ce qu'on peut faire. Non, 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 vous le faites avec la personne. Ça prouve que vous n'êtes pas sur une posture de manager, mais on s'interroge ensemble sur comment tu fonctionnes. Et je te montre comment moi je fonctionne. Deuxième truc que j'aime bien, rendez visibles les choses. Ça, c'est une télé dans mon ancien bureau. À la base, j'ai mis ça en place parce que j'en avais marre de dessiner le burn down sur le tableau blanc. Et qu'accessoirement, je ne suis pas un grand fan de cet indicateur. Mais il était demandé par l'équipe. Donc évidemment, en tant que Scrum Master, loin de moi l'idée de dire non, ce n'est pas forcément un super indicateur. Vous le voulez, on le met. Point. Et bah, on a enrichi le truc. Quand les gens avaient des idées, l'équipe de dev, hein, j'aimerais bien pouvoir voir ça. Typiquement, ça marche ça? Ouais. Là-haut, pour ceux qui connaissent ce petit mot-clé, SonarQube, c'est de la qualité de code. On aimerait bien pouvoir voir si notre projet, en termes de qualité, on est bien ou on n'est pas bien. Alors là, je vous ai mis une photo, c'est pas le tout début. Hein. C'était pas ces chiffres-là du tout. C'est-à-dire qu'on était plutôt à plein de bugs, plein de code smell, plein de trucs qui n'étaient pas très beaux dans notre base de code, mais personne ne les regardait. Moi le premier d'ailleurs. Le fait de les rendre visibles a permis de motiver les gens à descendre les indicateurs. Et de la même manière, les gens qui rentrent dans notre bureau s'arrêtent devant la télé, s'interrogent et se disent bah, « Tiens, là, votre sprint il a l'air plutôt bien, vous avez beaucoup de bugs, c'est normal ou pas? Vous avez livré en production il n'y a pas longtemps ?» Ça crée de la discussion, ça crée... et les gens de l'équipe sont... alors là, il y a encore une case vide, on a mis autre chose, hein, mais ça a permis effectivement d'augmenter la motivation des gens sur des points précis. Alors, pour ceux qui se posent la question, oui, c'est un vrai burn down. Je sais, beaucoup de gens ont vu que des burn down comme ça. C'est possible dans la vraie vie. Mais on avait un peu triché. Le sprint était un copier-coller du sprint précédent. C'est pour ça qu'on l'a éclaté. Voilà. Parce que on ne s'est pas amusé à rechiffrer un sprint identique. Donc on a dit ça vous coûtera la même chose. Globalement, on va le finir plus tôt, mais on va gagner du temps. On ne va pas s'amuser à chiffrer ça. Du coup, ça finit plus tôt. C'est cohérent. Ça, il y a un truc qui casse monumentalement la motivation des gens, c'est d'avoir une personne stressée H24 en plein milieu d'une équipe. Et la plupart du temps, c'est le manager. Il faut faire quelque chose. Hein. Parce que c'est insupportable. Alors oui, t'en es où, t'en es où, t'en es où, t'en es où, c'est pas un mythe. Ça sert à rien. Et accessoirement, ça stresse les gens. Donc, bossez là-dessus. Si pour vous, ce qui marche, c'est la méditation, marcher dans la forêt, écouter de la musique, faites ce que vous voulez, mais travaillez sur votre propre stress parce qu'il est nuisible à votre équipe. Et enfin, un dernier, celui-là, je l'aime beaucoup. Je sais qu'il a quelques détracteurs sur le web. C'est ce qu'on appelle les kudo cards. En gros, c'est de la pure reconnaissance positive. On met ça à disposition dans un bureau. Les gens peuvent s'en emparer, écrire des messages qu'ils donnent à quelqu'un d'autre de l'équipe pour lui montrer sa reconnaissance. C'est bon, je suis bien en timing. Essayez d'être le plus factuel possible. Les messages seront encore plus puissants. Après, il y a plein de façons d'utiliser ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des kudo walls. Moi, je ne suis pas forcément un grand fan. Ça fait un gros étalage. Moi, je les glisse sous des claviers. Je fais des choses un peu plus privées. OK. Et puis, c'est un bon entraînement pour distribuer de la reconnaissance. Alors, on va conclure. Attribuer la juste récompense, parce que là, on parle de motivation extrinsèque.
pour éviter la démotivation des gens. Donnez-leur l'autonomie sur les différents axes, le quoi, le quand, le qui, le comment. Regardez bien, pour chaque personne, si c'est quelqu'un qui va plutôt dans le défi ou plutôt dans la zone de confort. Bossez sur la sécurité psychologique et la reconnaissance. Et puis, essayez d'œuvrer à tous les niveaux sur plus de transparence au niveau équipe et au niveau orga. Moi, j'aime bien cette conclusion qui dit en fait, les gens, ils ont surtout besoin d'autonomie et de reconnaissance. Vous avez tous rencontré quelqu'un avec qui tout est facile. La personne, elle est là et tout devient possible. Ma proposition, c'est soyez cette personne-là pour votre équipe parce que je vous assure que c'est magique et que la plupart du temps, quand je dis on se laisse surprendre par les résultats, ça va au-delà de ce qu'on espère. Merci.